Bienvenue sur la chaîne YouTube de SIS Radio. Merci de vous abonner. Activez la clochette pour être notifié lors de nos prochaines vidéos. Lâchez votre pouce bleu et les commentaires. On adore ça. Comment faut-il interpréter le nazisme selon Poutine aujourd'hui? Alors, très clairement, ce que Poutine fait aujourd'hui, c'est rattacher l'actuel régime ukrainien et le président Zelensky et son entourage au nazisme historique, à Adolf Hitler. Merci de suivre le Moniquet Time, merci de nous rejoindre. Claude Moniquet, l'obsession nazie de Poutine, peut-on considérer que depuis peu ou depuis longtemps, Poutine cultive cette obsession qu'il a du peuple ukrainien par rapport au nazisme? Et d'abord, première question, que faut-il entendre par nazisme quand on habite en Russie? Est-ce que c'est différent de notre interprétation? Alors clairement, pour un Russe, le nazisme et la Seconde Guerre mondiale, enfin la Grande Guerre patriotique, comme disent les Russes, c'est très particulier. C'est entre 20 et 30 millions de morts qui sont pour beaucoup dus à la totale incompétence de Staline et à ses erreurs stratégiques, mais c'est quand même 20 à 30 millions de morts. C'est un effort de guerre qui a été constant à partir de 1941, parce qu'avant, il faut quand même rappeler que l'URSS s'entendait très bien avec Hitler. Et donc, ça a laissé une empreinte très profonde dans la psyché russe. Alors, le nazisme est donc omniprésent dans la pensée russe, dans la propagande russe, ex-soviétique et russe aujourd'hui, depuis toujours. Et ce que fait simplement Poutine, c'est l'adapter à une guerre nouvelle, la guerre en Ukraine, en s'en servant comme prétexte, en essayant de créer une continuité historique qui n'existe pas entre l'Ukraine d'aujourd'hui et l'Allemagne nazie. Et si on remonte un petit peu justement historiquement, on peut quand même se souvenir, mais vous me corrigez si je me trompe, que les Ukrainiens et les Russes ne s'entendaient pas du tout au début des années 30, que Staline a massacré quand même, a affamé 4 à 6 millions d'Ukrainiens et que les Ukrainiens ont envahi la Russie avec les Allemands. Je suppose donc qu'il y a un contentieux assez lourd entre l'Ukraine et la Russie depuis toujours. Donc, frère ennemi plutôt que frère. Alors, il faut être prudent dans ces rappels historiques. Alors, effectivement, il y a eu l'Holodomor, ce que les Ukrainiens appellent l'Holodomor, donc l'extermination par la faim, qui est la famine organisée par Staline, par la confiscation des récoltes, et qui a tué entre 6, 8, 10 millions d'Ukrainiens. On ne saura jamais exactement. Maintenant, dire que les Ukrainiens ont envahi la Russie avec les nazis, c'est faux historiquement. Il y a eu autant de collaboration en Ukraine qu'en Russie, et il y a eu autant de résistance au nazisme en Ukraine qu'en Russie. La principale armée russe créée par les nazis pour combattre Staline, l'armée Vlasov, elle était dirigée par Vlasov, qui était un général russe, et avait été cadre qui étaient essentiellement des Russes, avec quelques Tatars de Crimée et autres populations locales. Mais donc, historiquement, la relation a été à peu près la même. Et il y a eu d'ailleurs une résistance ukrainienne qui a été très forte, puisque les Ukrainiens ont été pendant très longtemps la ligne de front du nazisme. Alors il y avait de la collaboration, fatalement, comme il y en avait en France ou en Belgique, mais il y avait aussi beaucoup de résistance. Alors cette utilisation justement du nazisme dans son interprétation, dans l'interprétation poutinienne aujourd'hui, il faut l'apercevoir comment alors? Parce que nous, occidentaux, évidemment, de notre côté, le nazisme, c'est clairement l'Allemagne nazie, et c'est tout. Ça s'arrête là, ça se limite à ça. Comment faut-il interpréter le nazisme selon Poutine aujourd'hui? Alors, très clairement, ce que Poutine fait aujourd'hui, c'est rattacher l'actuel régime ukrainien et le président Zelensky et son entourage au nazisme historique, à Adolf Hitler. C'est dire, en fait, ces gens sont les héritiers idéologiques d'Adolf Hitler, sont les héritiers idéologiques de l'Allemagne nazie, et continuent à attaquer la Russie comme les nazis l'ont fait il y a plusieurs dizaines d'années. Et il va aujourd'hui encore plus loin, il a été plus loin encore le 9 mai, en expliquant clairement que non seulement l'Ukraine était nazie et dirigée par des nazis, mais que l'Occident soutenait ce régime nazi. D'accord. Alors peut-on imaginer évidemment une vue de l'esprit de propagande. Une vue de l'esprit de la propagande, mais qui marche parfaitement. Donc en réalité, il ne fallait pas chercher quelque chose de plus compliqué. C'était l'équation la plus simple à proposer. Occident égale nazisme, la grande guerre patriotique a été remportée par les Russes. Elle n'est donc pas finie, il faut la terminer. Justement, est-ce que cette guerre, donc, partant de cette idéologie, n'est pas destinée à malheureusement continuer ?
Ah ben, la guerre va continuer pendant un temps indéterminé. En fait, la seule personne qui aujourd'hui décidera de la fin de la guerre, c'est celui qui a décidé du début de la guerre, c'est Vladimir Poutine. C'est le seul. Ce ne sont pas les Ukrainiens, ce ne sont pas les Occidentaux, ce n'est pas l'OTAN, c'est Poutine qui, à un moment donné, soit ira encore plus loin, soit au contraire décidera de plier les Gaules et de rentrer à la maison en voyant qu'il n'accumule que des échecs. Parce que pour le moment, c'est très clair, même Mariupol a été entièrement détruite, mais n'est pas entièrement contrôlée, puisqu'il y a encore des combats à l'usine d'Azovstal où sont retranchés les hommes des commandos du bataillon, du régiment Azov. Donc il n'y a aucun succès aujourd'hui en russe, aucun succès militaire russe en Ukraine. Donc il est condamné à continuer, enfin condamné dans sa logique, bien sûr, à continuer. Dans une logique de guerre traditionnelle, puisque de nouveau la question peut se poser, si ça continue, il est clair que l'armement des Ukrainiens va devenir de plus en plus performant. Est-ce qu'on peut imaginer que, pour en finir, il y aurait une révolution militaire, donc pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, après Hiroshima et Nagasaki, mais qui sont peut-être différents. Est-ce qu'on peut imaginer une révolution de type militaire et l'utilisation d'une arme nucléaire pour en finir? Alors je pense effectivement que la Russie aura de plus en plus de mal militairement dans les semaines qui viennent et surtout dans les mois qui viennent, quand tous les armements seront là et continueront à arriver, à faire face et à même plus à remporter un succès, mais à se défendre face aux offensives ukrainiennes qui s'annoncent probablement pour la fin du printemps. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit de nouveau c'est le retrait, soit c'est l'escalade et la fuite en avant. La fuite en avant, ça veut dire beaucoup plus de violence, beaucoup plus de brutalité, ce qui est un peu difficile à imaginer aujourd'hui, mais faites-moi confiance, on peut facilement y arriver. Maintenant, est-ce que ça ira jusqu'à l'utilisation de l'arme atomique? Franchement, je ne le pense pas, pour une raison très simple, c'est que l'arme atomique est une arme de dissuasion, donc c'est une arme de non-emploi. À partir du moment où on en fait une arme d'emploi, une arme qu'on utilise même tactiquement sur le terrain des opérations, sur le théâtre des opérations, la logique de la guerre change, et à ce moment-là, tout devient possible. Or, si on devait arriver à un affrontement nucléaire entre l'OTAN et la Russie, je ne pense pas qu'il soit besoin de faire beaucoup de dessins pour expliquer que ce serait grosso modo la fin de la civilisation, ou en tout cas la fin du continent européen, de l'Atlantique à l'Oural, comme aurait dit De Gaulle. Tout serait, ce serait un grand parking nucléarisé. Et là, il n'y aura pas de gagnant, bien sûr. D'accord, eh bien Claude Moniquet, je ne pouvais pas évidemment terminer cette petite conversation sans vous demander quel est le sens de ce bleuet que vous arborez si fièrement. Alors c'est le bleuet de France. Le bleuet de France, c'est le symbole le symbole et le rappel et la solidarité que nous exprimons avec les combattants des 2 guerres mondiales et des opérations sur les territoires extérieurs en France, et avec les victimes de guerre, avec les veuves et les orphelins de guerre, entre autres pour récolter des fonds, et on le porte aux alentours du 11 novembre, fin de la Première Guerre mondiale, 8 mai, fin de la Deuxième Guerre mondiale et parfois le 14 juillet. Merci beaucoup. Le Moniquet Time sur SIS, on se retrouve très très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt, merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne SIS Radio, lâchez votre pouce bleu, activez la clochette pour être notifié lors des prochaines vidéos et laissez-nous vos commentaires. On adore ça.